Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour à l'écoute de Toxin Plus sur votre émission scientifique, nouveau numéro dans lequel j'ai le grand plaisir de recevoir François Gervais. Bonjour François Gervais. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors François Gervais, je vous présente immédiatement. Vous étiez directeur de recherche au Centre de recherche sur la physique des hautes températures du CNRS. Vous avez été professeur des universités et expert reviewer des rapports AR5 et AR6 du GIEC. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, parce qu'il y a des acronymes un peu complexes. Et je vous reçois notamment à l'occasion de la parution, enfin pas extrêmement récente, mais tout de même. C'est en janvier aussi, c'est relativement récent. De ce livre que je présente, Il n'y a pas d'apocalypse climatique, modèle, mesures et prévisions, se délivrer de l'éco-anxiété aux éditions L'Artilleur. Et donc évidemment, nous allons poser cette question. Y a-t-il, mais la réponse est dans le titre, une apocalypse climatique? Y a-t-il un réchauffement climatique? Y a-t-il un dérèglement climatique, qui est le nouveau vocabulaire à la mode? Ce réchauffement, s'il existe, ce dérèglement, s'il existe, est-il causé par l'être humain? Peut-on y faire quelque chose? Des questions assez vastes, mais qui nous amèneront à nous poser des questions plus précises, notamment sur la question de la modélisation, mais aussi sur des questions bien plus pratiques, politiques et économiques qui sont soulevées par ce discours, par ce narratif, comme on dit aujourd'hui. Encore une fois, derrière la science ou l'approche scientifique ou pseudo-scientifique, il y a un discours et un projet politique et économique. En tout cas, c'est ce qu'on découvre dans votre excellent livre « Il n'y a pas d'apocalypse climatique » aux éditions L'Artilleur. Mais donc, avant de voir ces questions l'une après l'autre, je vais vous poser de la première qui me semble s'imposer. François Gervais, êtes-vous climato-sceptique? Climato-réaliste, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord parce que tout scientifique est sceptique par définition. Un scientifique qui n'est pas sceptique, c'est pas un scientifique. Donc, on est sceptique par définition. On ne prend jamais pour argent comptant quelque chose qui a été publié par un collègue. On l'analyse avec un œil critique. Donc, de toute façon, tout scientifique est sceptique. Donc, c'est pour ça que je préfère le mot climato-réaliste, regarder vraiment les choses, plutôt que simplement, on va en parler tout à l'heure, se fier à des modèles de climat, par exemple, sur ce sujet. Alors, je vous posais la question de manière un peu amusée et ironique, vous l'avez bien senti, parce que j'aime bien cette expression de climato-sceptique, comme si on devait être sceptique du climat, sceptique du temps qu'il fait. Alors là, on a tous les deux tombé la veste aujourd'hui en studio parce qu'il fait un peu chaud. On nous annonce pour les jours à venir un climat, une température, une météo caniculaire. D'ailleurs, on va peut-être faire une première différence mais c'est normal, dans 4 jours, c'est le solstice d'été. C'est-à-dire l'ensoleillement le plus long de l'année, dans 4 jours. Donc c'est normal qu'il fasse chaud, en ce moment. Alors, j'en profite pour faire une petite citation que vous avez mis en exergue d'un de vos chapitres de votre livre, citation de Gustave Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Été, toujours exceptionnel, voire hiver. Hiver, toujours exceptionnel, voire été. J'ai trouvé cette citation extrêmement drôle et qui me semble être tout à fait à propos. Vous vous rappelez, là, on arrive au solstice d'été, et donc exceptionnellement en été, il fait chaud. Curieux, ouais. Donc on n'a pas à s'en faire qu'il fasse un peu chaud l'été, qu'il fasse un peu plus frais l'hiver, et c'est le climat normal, disons. Pour l'instant, c'est pas encore un signe apocalyptique. C'est simplement l'ensoleillement en été est beaucoup plus long. En particulier, dans 4 jours, c'est le maximum d'ensoleillement. Alors qu'en hiver, le soleil est plus bas sur l'horizon, le nombre d'heures de soleil est beaucoup plus faible. Rien que déjà ça. En plus, le rôle des nuages. On pourrait y venir. Alors, écoutez, allons-y tout de suite, parce que c'est un point, moi, que j'ai vraiment découvert dans votre livre, c'est ce rôle des nuages. Que vous nous expliquez effectivement qu'il y a dans l'atmosphère, l'atmosphère est composée de gaz, ça ne nous a pas échappé, c'est ce qu'on respire, principalement de l'azote, de l'oxygène qui est notre carburant, ou notre comburant plutôt essentiel, un petit peu de dioxyde de carbone, très peu. 0,04%. Voilà, donc comparé à l'azote qui est le principal, je crois que c'est 70%, quelque chose comme 79, ça. 79, oui. Et le CO2 qui a plus de 20%. Non.
Le dioxygène, excusez-moi, qui est autour de 20%, c'est ça? Oui. Mais donc en réalité, le CO2, c'est très faible. Mais déjà, Oui. vous nous expliquez, effectivement, c'est bien un gaz à effet de serre, mais Oui. est-ce que vous pourriez nous donner rapidement la définition du gaz à effet de serre? Quel est le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère de la Terre? Alors, moi, c'est facile, j'ai lu votre livre, donc maintenant je le sais. Oui, C'est la vapeur d'eau. de très loin. De très loin, puisque la concentration de vapeur d'eau, selon l'humidité du jour, peut être entre 1 et jusqu'à 5% de vapeur d'eau sous les tropiques en particulier. Là, il y a une concentration de vapeur d'eau. Évidemment, l'océan s'évapore plus sous les tropiques que ici, dans les régions tempérées. Donc, il peut y avoir une concentration de quelques pourcents de vapeur d'eau. C'est de très loin le principal gaz à effet de serre comparé au CO2, 0,04%. Alors, vous expliquez d'ailleurs, on va peut-être pas rentrer dans le détail infinitésimal, mais pourquoi certaines molécules dans l'atmosphère constituent des gaz à effet de serre et d'autres non. Par exemple, on a dit l'azote n'est pas un gaz à effet de serre, le dioxygène non plus, et pourtant CO2 et H2O sont des gaz à effet de serre. Il suffit qu'il y ait deux atomes différents de la molécule. Donc CO2, un carbone, deux oxygènes, Voilà. H2O, un oxygène, deux hydrogènes. Si C'est les bien souvenirs ça. de chimie sont encore bons. Méthane, un carbone, 4 hydrogènes. Donc tous ces gaz qui ont deux atomes différents dans la molécule sont des gaz à effet de serre. Alors, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on appelle un gaz à effet de serre? Tout simplement, la terminologie est complètement impropre. Parce que ça vous a pas échappé qu'on n'a pas une paroi au-dessus de nos têtes comme dans une serre. Donc, ça, c'est une terminologie qui nous vient du GIEC, parce que ça évoque une serre, il fait chaud, donc voilà, c'est imagé, mais c'est totalement impropre comme définition. Donc, c'est simplement deux atomes différents dans la molécule. Toutes les molécules qui ont gazeuses, qui ont deux atomes différents dans la molécule sont à effet de serre. Et donc, on l'appelle gaz à effet de serre parce que en fait, ça réfracte. Non, ça absorbe. Ça absorbe. Alors, ça absorbe... le rayonnement, on est d'accord. Ça absorbe à l'altitude de notre nez, oui. Mais si on monte à 10 000 mètres d'altitude, là, le rôle est différent. La chaleur, effectivement, qui est absorbée, se transmet à toutes les molécules de l'air, alors y compris l'azote, la principale, et l'oxygène, par des collisions. Mais à haute altitude, la pression atmosphérique est beaucoup plus faible, donc les collisions se raréfient, mais à ce moment-là, la molécule dite à effet de serre peut rayonner vers l'espace. Et c'est ça le principal effet, en fait. C'est le rayonnement vers l'espace. Ah, voilà, ça fait partie des questions que je voulais vous poser. Parce que on a l'impression quand même de comprendre intuitivement ce que ça veut dire, un gaz à effet de serre. Donc on a la Terre, qui est une sphère, une boule, jusqu'à preuve du contraire que la Terre soit plate. Elle n'est pas carrée, elle n'est pas cubique, on est d'accord. Donc on a le Soleil qui réchauffe la Terre, on a donc un sol qui se réchauffe, qui lui-même rayonne de la chaleur vers l'atmosphère. Bien sûr. Et donc, on a tendance à penser que ce gaz à effet de serre fait donc un effet de serre, c'est-à-dire qu'il conserve la chaleur. Alors, effectivement, il peut y avoir ce rôle-là. C'est un rôle des nuages, par exemple. Effectivement, une couverture nuageuse a tendance à faire un peu un effet matelas au-dessus de la tête. On le voit très bien en hiver, quand le ciel est bien dégagé, avec un beau ciel bleu, il peut faire beaucoup plus froid, beaucoup plus sec. Alors que dès qu'on a un peu de couverture, ça change tout. Plus humide, il fait moins froid. S'il n'y a pas de nuages, on peut couramment en ce moment avoir 15 degrés d'écart entre le matin et le meilleur de l'après-midi. Hein. Entre le petit matin et le meilleur de l'après-midi. Aujourd'hui, c'était le cas. Il y avait, quand je me suis levé ce matin à 6 heures, il y avait 12 degrés dehors. Et là, maintenant, il y en a 28 ou 29, oui. Mais c'est normal, ça, parce qu'il n'y a pas de nuages en ce moment. Alors, une question de béotien, parce qu'on se dit, si ce fameux gaz à effet de serre a un effet de serre donc vers le bas, il peut aussi avoir une sorte d'effet vers le haut. On a dit que le soleil chauffait la Terre, mais le soleil est quand même assez loin. Et si j'ai une couverture nuageuse, on est d'accord que ça va faire un effet miroir en quelque sorte, et que ça va renvoyer les rayons vers l'espace. Vous avez raison. C'est ce qu'on appelle l'albédo.
C'est-à-dire que sur l'ensemble de la Terre reçoit du soleil, quand il fait jour, du côté où il fait jour, mais une partie n'arrive pas jusqu'au sol. Justement parce que les glaces, les banquises en particulier, la calotte glaciaire antarctique, les nuages renvoient vers l'espace une partie de la lumière solaire. On comptait environ 30%, mais on se rend compte que depuis le début de ce siècle, du 21e. Oui, du 21e siècle, l'albédo diminue. Et donc ça contribue à réchauffer. Il y a ça. Et puis il y a une autre chose qui joue beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. La population mondiale a été multipliée par 2 en 50 ans. Les gens se logent en ville. Et ici, en ville, à Paris, il fait plus chaud que dans ma campagne Tourangelle. C'est l'effet d'îlot de chaleur urbain. Alors, il y a une autre question. On va rester encore une minute ou deux, si vous voulez bien, sur ces fameux gaz à effet de serre, parce que, encore une fois, on apprend beaucoup de choses dans votre livre. Je précise aux téléspectateurs qu'il y a beaucoup de schémas, c'est vraiment très didactique, donc n'ayez vraiment pas peur, hein. Allez-y, c'est très très clair, et on apprend plein de choses en très peu de temps, donc franchement, c'est extrêmement intéressant. Il y avait cette question de la saturation. Moi, il y a une question que je me pose encore une fois, je vous pose des questions un peu naïves. Il y a beaucoup de réponses dans votre livre. C'est la question de la saturation. Enfin, je ne sais pas, j'ai tendance à me dire, par exemple, si je mets beaucoup de sucre dans mon café, le matin, à un moment, je vais arriver à un seuil de saturation et beau rajouter du sucre, il ne va pas sucrer mon café, mais il va cristalliser et tomber. Est-ce que j'ai la même chose avec les gaz à effet de serre? Par exemple, si j'augmente le taux de CO2 dans l'atmosphère, est-ce qu'à un moment, je sature ou est-ce que l'effet de serre continue à augmenter de manière linéaire et proportionnelle à sa concentration? Alors là, on va faire la distinction entre la vapeur d'eau et le CO2. La vapeur d'eau, d'un jour à l'autre, c'est différent. Donc, la question ne se pose pas. S'il y a trop de vapeur d'eau, ça condense, il pleut. Bon, donc, c'est différent. Pour le dioxyde de carbone, le CO2, l'effet en fonction de sa concentration dans l'air, suit ce qu'on appelle en physique une loi logarithmique. C'est-à-dire, au départ, ça joue beaucoup, et puis plus il y en a, moins ça joue. C'est ça. Une loi logarithmique, donc c'est une courbe qui ralentit. Qui ralentit au fur et à mesure. Voilà. Elle ralentit. Et donc, actuellement, on est dans la phase où elle est déjà, on est proche, s'approche de la saturation, effectivement. Autrement dit, en rajouter n'augmente pas autant que si la concentration était 100 fois plus faible ou 10 fois plus faible. Maintenant, on arrive dans la région où c'est presque saturé. Donc, si on vous suit, aujourd'hui, on arrive quasiment au seuil de saturation. Ça veut dire que même si on rajoute dans l'atmosphère du CO2, il n'y aurait pas d'effet supplémentaire, d'effet de serre supplémentaire sur la Terre en règle générale. Alors, je souligne quand même une chose. Avant que vous me posiez la question, mais peu importe, mais parce que c'est quand même une chose extrêmement importante. Un tiers de nos émissions de CO2 profitent à la végétation et aux récoltes. Un tiers, c'est considérable. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur Terre. J'insiste, il ne faut pas que de l'oxygène. L'oxygène, pour nous, bien sûr, c'est indispensable, mais pour les plantes, c'est le CO2 qui est indispensable. Le CO2, c'est la nourriture des plantes. Absolument. Donc, s'il n'y avait plus de végétation, il n'y aurait plus vraiment de vie sur Terre. On le rappelle, hein, c'est extrêmement important. Oui. Les plantes... Et un tiers de nos émissions, justement, joue ce rôle. Il n'y en a que 44% des émissions qui restent dans l'atmosphère, et donc qui vont jouer un rôle effectivement réchauffant. Pas déréglant, hein, parce que l'histoire du dérèglement... On va y venir. C'est bon. Mais ça joue effectivement un rôle réchauffant, et on peut le mesurer avec, alors là je vais être un peu technique, avec un spectromètre infrarouge. J'ai utilisé un spectre infrarouge pendant toute ma vie scientifique. J'ai commencé ma thèse en construisant mon premier spectromètre infrarouge. Et donc j'ai vu, évidemment, l'absorption du CO2 tout de suite, depuis que je suis tout petit, enfin scientifiquement tout petit. Donc c'est à partir de cela, à partir de ce spectre,
on peut en mesurer l'effet. Et effectivement, il y a un effet. Mais attention, le CO2, depuis 175 ans, a augmenté la température de 0,33 degrés. 0,33 degrés. C'est à peine perceptible. Je veux dire, par une belle journée comme aujourd'hui, où il y a un écart de température entre 12 degrés et peut-être 30 degrés cet après-midi, 0,33 degrés, on ne le ressent pas. Alors, j'ai noté un chiffre que vous relevez dans votre livre. Ce sont des mesures effectuées par Nicolas de Saussure de CO2 Oui. en 1827-1829. Exact. Donc, Nicolas de Saussure, il me semble qu'il a une rue à Paris Oui. à son nom. Alors, et vous dites, il relève des concentrations de CO2 dans l'atmosphère à peu près similaires à celles d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, deux questions. Un, comment au début du 19e siècle, on pouvait calculer cette concentration? Enfin, comment il a fait, ce Nicolas de Par Saussure? chimie, tout simplement. D'accord. Il a fait l'analyse de l'air par des processus chimiques pour en déduire la concentration. Mais donc, on se dit, il y a une concentration qui est à peu près similaire à celle d'aujourd'hui, mais est-ce... Non, elle a un petit peu augmenté quand même. Voilà, elle a un petit peu augmenté. Ouais. Donc, On est passé de 300 à 420 parties par million quand même. Donc, il y a une légère augmentation. Est-ce qu'on observe aussi une augmentation de la température moyenne sur Terre? Ben, je vous dis, cet effet, justement, depuis 175 ans, depuis qu'on connaît des concentrations de CO2 et leur évolution, donne, d'après la spectrométrie infrarouge, une augmentation de température de 0,33 degrés. 0,33, donc c'est... Ça, c'est le rôle du CO2, effectivement. C'est un Ce effet qui ne veut pas dire que tout le CO2 est uniquement dû à nos émissions. Il y en avait avant. Alors, voilà, Ouais. on va venir aux autres questions. Voilà. Parce que donc, on a bien un réchauffement qu'on constate sur un siècle, 2 siècles, assez léger. On a bien une augmentation de la concentration de CO2 assez légère, mais qui est réelle. Vous ne niez absolument pas ces deux faits. Et la question qui se pose mécaniquement, c'est y a-t-il corrélation entre les deux? Et si oui, dans quel sens? Ah ben bien sûr, plus il y a de CO2, plus, même si c'est une loi logarithmique, qu'on est proche de la saturation, ça jouera quand même un peu, bien sûr. Mais dans quelle proportion ça va jouer? Parce que je voudrais donner un autre point qui me semble aussi important. On constate depuis le début de ce siècle une augmentation de la température qui n'est pas liée au CO2, mais à la diminution de l'albédo de la Terre et une diminution de la couverture nuageuse. Pourquoi? On ne sait pas bien, mais on le constate et on le mesure très bien. Et cet effet-là a un effet beaucoup plus important que celui du CO2 sur la même période. Non, mais c'est parce que c'est extrêmement important. Donc, vous dites, il y a bien un effet du CO2. Oui. C'est bien un gaz à effet de serre. Il y a Oui. bien un réchauffement dû en partie à cet effet de serre, mais Il y a d'autres choses. Il y a d'autres causes. Donc, Oui. on n'est pas dans une explication monocausale, mais Voilà. on est dans des systèmes complexes avec plusieurs causes, Oui. certaines qu'on explique assez bien. Vous parlez notamment du rôle du Soleil, Bien sûr. avec des cycles. Alors, de mémoire, je crois que c'est des cycles de 11 ans. Alors, ça, c'est le cycle habituel, effectivement, de tâches solaires. Mais Oui. l'amplitude du maximum de chaque cycle, lui, va varier selon des périodes des temps beaucoup plus longs. C'est pour ça qu'il y a eu le petit âge glaciaire, puis l'optimum du milieu du XXe siècle. Actuellement, on a plutôt tendance, disons que ces cycles de 11 ans, l'amplitude du cycle de 11 ans varie. Donc, il y a des petits cycles, en Voilà. quelque sorte, de 11 ans, qui C'est eux-mêmes sont dans des cycles plus longs Voilà. et qui, donc, eux, font, pour le coup, ce qu'on appelle le changement climatique. Ah bah, bien sûr, le soleil, personne ne niera le rôle du soleil. Et donc, vous ne niez absolument pas le fait qu'il y ait changement climatique sur Oui, Terre. tout à fait, oui. Mais le climat change comme il a toujours changé. Rendez-vous compte, si on remonte, c'est pas si loin. Si on remonte il y a 15 000 ans, c'est pas si loin. Enfin, je veux dire, si à l'échelle d'une vie humaine, c'est beaucoup, mais à l'échelle de la population de la Terre, c'est mesurable. Eh bien, il y a 15 000 ans, il faisait 10 degrés plus froid.
Et là, ce sont les scies qu'on appelle de Milankovitch qui correspondent à l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation. Et il y a 10 ans, le cycle est passé de... On avait donc, il faisait plus froid de moins 10 degrés à peu près. Les glaces arrivaient jusqu'à Paris, hein. Cadiole glaciaire arrivait jusqu'à Paris, hein. Et il y a eu ce réchauffement de 10 degrés qui a fait fondre la glace. Une chose qui est très bien documentée, c'est que la fonte des calottes glaciaires sur l'ensemble de la Terre a fait monter le niveau des océans de 120 mètres. Il y a 15 000 ans. Enfin, ça a pris du temps, entre 15 000 et 7 500 ans, quoi. Donc ça, c'est un vrai changement climatique. Ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Enfin, moi, je me rappelle de voilà. Quand j'étais à l'école primaire, enfin écolier, et mes enfants qui sont maintenant eux-mêmes à l'école apprennent ça. On chassait le mammouth en Europe il y a quelques milliers d'années, et on traversait la Manche à pied sec. Oui. Donc effectivement, il y a des changements climatiques Bien tout sûr. à fait constatables. Il y a la mer monte, le niveau de la mer monte et descend, et c'est pas une nouveauté. Et on ne peut pas supposer à l'époque que ce changement climatique ait une cause anthropique. Non, ça n'était évidemment pas le cas. Donc le climat change et c'est pas forcément la faute de l'homme. Voilà. Et de toute façon, si on en vient à la faute de l'homme et de l'incrimination monocausale qu'on en entend constamment, ce que fait ou ce que fera pas la France, ça ne changera rien. Pour une raison très simple, la France n'est responsable que de 0,7% des émissions de CO2 mondiales. Les principaux émetteurs, c'est la Chine, suivi des États-Unis, de l'Inde et de la Russie. À eux quatre, ils font 60% des émissions mondiales. S'il y a quelque chose d'anthropique à faire, c'est à eux de le faire. Parce que nous, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça ne changera strictement rien de mesurable. Alors ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup dans votre livre. C'est ce que je vous disais juste avant qu'on commence cette émission. J'étais très étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que vous commenciez votre livre par les aspects économiques notamment. Alors j'ai relevé une citation de Judith Curie, vous pourrez peut-être nous dire qui est-ce, et qui dit « Le climat devient tout ». Et c'est très étonnant, on le voit bien dans votre livre, c'est que le politique, et on va parler du GIEC à ce propos, on a l'impression qu'il ne s'intéresse qu'à ce qu'il ne peut pas régler. Alors, il va se dire je vais me préoccuper du climat, alors que s'il y a bien quelque chose que le politique ne peut pas gérer, c'est le temps qu'il fait. Alors qu'on aimerait bien qu'il s'occupe un peu plus d'économie et de vraie politique, pour le coup. Et donc, il y a cette sorte d'inversion systématique qu'on voit très bien dans votre livre. D'ailleurs, c'est presque drôle à lire, même si ça n'était pas aussi catastrophique. Donc, comment on en vient, à votre sens, à ce qui devrait être de l'ordre du descriptif, c'est-à-dire que des scientifiques essayent d'expliquer le climat, de le comprendre, ça semble tout à fait normal et même une très saine activité. Mais de là à vouloir maîtriser le climat, le changer et dire qu'on va pouvoir avoir des mesures très efficaces sur le changement climatique sans prendre en revanche de mesures sur la marche du monde politique, ce qui m'amuse beaucoup, vous parlez d'économie, et on nous présente par exemple la mondialisation comme une sorte de phénomène naturel. Alors que la mondialisation, c'est un phénomène purement politique, pour le coup, qui a été voulu. On a l'OMC, le GATT, l'Union européenne, enfin tous ces accords qui sont bien des accords politiques. En revanche, le climat, lui, semble échapper à ces règles-là. Comment vous expliquez ça me fait penser à un prestidigitateur. S'il a du talent, le prestidigitateur, il attire l'attention sur le geste qui n'a pas d'importance pour masquer ce qui est important, ce qu'il veut faire passer. C'est de la prestidigitation. Et quel est le rôle du GIEC là-dedans ? Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est ? Oui. Alors c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, celle qui organise ce qu'on appelle les COP chaque année, conférence des parties. Chaque année, il y a une COP. Bon. On doit en être à la 29e ou 30e. Et cette convention des Nations Unies sur le climat a créé le GIEC. C'est une émanation de l'Organisation des Nations Unies, le GIEC. Enfin, de cette convention 4 qui émane justement des Nations Unies.
C'est lui qui a créé le GIEC. Alors, quand on lit les premiers rapports du GIEC, c'était pas mal. Enfin, le premier rapport du GIEC, ça faisait un tour d'horizon des choses qui paraissait raisonnable. On va dire ça comme ça. Excusez-moi, pardon. Mais donc c'est un groupe interétatique, donc Oui. politique à l'origine, enfin, ce qui d'ailleurs n'est pas un reproche, que les États s'intéressent aux questions climatiques. Mais quel était le but, enfin, dans quel but ça a été créé à l'origine? C'était une émanation également de ce qui s'est appelé la conférence de Rio, qui a abordé tout un tas de sujets et l'empreinte anthropique en général de l'être humain sur la planète, qui est indéniable. Qui est indéniable. Qui est indéniable, et d'autant plus que la population a doublé ces 50 dernières années, donc il y a un vrai effet anthropique, bien évidemment, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète. Bon, ça c'est une chose. Mais quand on parle du GIEC, je ferai la différence entre deux populations de scientifiques. Ceux qui font les observations, qui sont bien faites, je les utilise bien évidemment, parce qu'ils ont des moyens de mesure, certaines agences ont des moyens de mesure pour des mesures qui sont très utiles, très intéressantes. Ça, c'est une première partie, ça, c'est bien. Puis les autres, ce sont des modèles. Alors, les modèles, c'est différent, parce qu'un modèle, c'est un peu comme une soupe. La soupe aura le goût des ingrédients que vous aurez mis dedans. Si vous avez mis que du CO2, bah, évidemment, la soupe elle va avoir un goût de CO2. Mais si vous avez mis également les nuages, la vapeur d'eau, tout un tas de choses qui jouent évidemment, comme on le disait tout à l'heure, sur le climat, là, on va avoir un goût différent. Et c'est ça le problème des modèles, c'est que ils ne font que donner le résultat de ce que le modélisateur a mis dedans. C'est très Et intéressant. il met jamais tout, en plus. Alors, on va aller sur ce problème de la modélisation parce que on a fait quelques émissions maintenant sur Toxin Plus. On a reçu notamment Alexandra Orionco, Dominique Tasso, Pierre Chaillot, qui est statisticien. Et chacun, dans sa matière, nous a dit il y a le problème des sciences contemporaines, c'est la modélisation. C'est-à-dire que chacun dans son domaine très particulier, donc la biologie pour l'un, les statistiques pour l'autre, le climat pour vous, à chaque fois, ce sujet de la modélisation revient sur la table en disant mais on devient fou avec ces modèles, et tout le monde nous dit à sa manière, alors parler de soupe, mais voilà, en gros je mets des ingrédients à l'entrée, évidemment je vais trouver la mixture que j'ai faite selon mes ingrédients à l'entrée, à la sortie. Et la meilleure illustration, c'est que quand on regarde justement les modèles du GIEC sur le climat, il y a 500% d'écart entre celui qui donne la projection la plus basse et celui qui donne la projection la plus élevée. 500% d'écart. Ils disent tous des choses complètement différentes. Ils n'ont pas mis la même chose dans leur modèle, tout simplement. Mais comment ça se fait, étant donné qu'on a quand même des personnes d'horizons différents, qui comprennent bien, chacun dans son domaine, que la modélisation pose un vrai problème. Ah non, mais c'est utile. Mais il ne faut pas qu'il y ait que cela. Il faut, pour avoir plus de finesse d'observation, il faut des mesures. C'est ça le plus important. Parce qu'on rappelle que pour qu'un modèle soit scientifique, donc il doit prévoir, mais ensuite on doit confronter la prévision Bien sûr. à la réalité. Oui. Parce que sinon, on délire. Et les projections sont très au-dessus de la réalité. Alors, à cette réalité, on a des mesures par des thermomètres, en gros, depuis 175 ans. Alors bon, il y a tout de même la précision de la statistique sur les mesures par les capteurs thermométriques en 1850, c'est pas celle qu'on a aujourd'hui, évidemment, maintenant. On fait maintenant beaucoup mieux. Avec des mesures par satellite, on mesure directement l'émission thermique de la Terre, on en déduit une température beaucoup plus fiable. Bon, mais toujours est-il qu'on a cela. Mais une chose intéressante, c'est que les mesures, si on ne prend que les capteurs en milieu rural, on n'a pas la même évolution que si on prend les capteurs en milieu rural et urbain. La différence, c'est évidemment l'effet d'îlot de chaleur urbain. Mais quand on prend les capteurs en milieu rural,
depuis 1850, on observe une augmentation de température de 0,55 degrés par siècle. 0,5, la pente, c'est 0,55 degrés par siècle. C'est pas grand-chose. Je veux dire, on ne peut pas le ressentir. Excusez-moi, on va revenir un petit peu au GIEC, si vous voulez bien. Parce que vous nous dites que ça a été créé pour évaluer l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, pour faire simple. Oui. Ce qui semble, encore une fois, assez logique. Est-ce que, par exemple, la pollution était prise en compte au début? Parce qu'il me semble que, alors pour le coup, là, c'est un domaine où l'homme peut agir très concrètement. Enfin, quand on pollue une rivière, un océan, une nappe phréatique, qu'on balance des déchets n'importe où, c'est une atteinte directe de l'homme de par son activité sur l'environnement, qui peut être néfaste pour la santé, d'ailleurs humaine, mais aussi pour les animaux, pour les plantes, etc. etc. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de nier que l'homme a un impact sur son environnement, c'est l'évidence absolue. Mais en revanche, quelles sont les solutions qu'on peut envisager, ou pas d'ailleurs? Quel est le coût de ces solutions? Donc vous dites qu'à l'origine, on a bien cette orientation aussi sur l'impact en termes de pollution, mais on a quand même l'impression que ça a pris une trajectoire. Alors, l'air, paradoxalement, est beaucoup plus pur aujourd'hui, même à Paris, si on prend les mesures d'Air Paris, par exemple. C'est grâce à Hidalgo. Oui, mais toujours est-il que l'air est beaucoup plus pur qu'il était dans les années 1950. Moi, je me souviens, enfant, les façades étaient noires. Pourquoi? Parce qu'on brûlait du charbon dans les centres-villes. Il y avait des caves à charbon dans les centres-villes. Et donc, l'air était beaucoup plus chargé de particules que maintenant. L'air est beaucoup plus pur maintenant. Et donc, comme il y a moins d'aérosols dans l'atmosphère, ça a un impact climatique dans le sens que les aérosols avaient tendance à diminuer la température. Maintenant que l'air est beaucoup plus pur, la température augmente un petit peu. Oui, mais donc je disais, on a l'impression, mais vous allez nous dire, parce que vous avez travaillé aussi pour le GIEC. Oui. Vous avez été, donc, comme je disais, relecteur critique. Relecteur critique. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, relecteur critique, et qu'est-ce que c'est les rapports AR du GIEC? Assessment Report, c'est le rapport numéro 5 et le rapport numéro 6, tout simplement. Ils en font un tous les 7 ans. Et donc, tous les textes sont les volontaires qui se proposent pour faire l'analyse critique. Bon, il faut justifier évidemment qu'on est un scientifique, et donc on a déjà publié dans des domaines qui intéressent la situation. Ce qui par spectrométrie infrarouge est mon cas, donc il n'y a aucun problème, ils m'ont toujours pris. Et donc, à partir de là, on fait des remarques sur ce qui est écrit. Dans mon dernier rapport sur le AR6, je leur ai envoyé 45 paragraphes de commentaires et recommandations et questions. 45, c'est un gros boulot, hein. Tout en anglais, évidemment. Et ça fait plaisir parce qu'ils n'en tiennent absolument pas compte. Donc, non, mais tout ça pour dire que voilà, vous n'êtes pas, totalement extérieur à ce système. Vous avez vous-même été relecteur. Mais justement, il y a cette. Encore une fois, c'est peut-être une impression que j'ai moi de l'extérieur, mais je ne suis pas scientifique et je ne connais pas ce milieu-là. Mais que voilà, il y a une sorte de pense idéologique qui a été prise, alors notamment via la modélisation, mais aussi sur les alertes. On a vu une sorte d'alarmisme ces derniers temps. Alors ça, on comprend qu'il y a des observations qui sont sensées, mais qu'en revanche, il y a une sorte de digest, comme on dit en anglais, qui est produit à destination des politiques et des journalistes, qui lui-même a une sorte de résumé des travaux, qui est hyper alarmiste par rapport à l'ensemble des travaux, et qu'ensuite les médias eux-mêmes ne diffusent auprès du grand public que les éléments les plus alarmistes du résumé qui lui-même est alarmiste. Et ils en rajoutent même. Ils en rajoutent parce que quand vous lisez le paragraphe D.1.1 que j'analyse dès le début du chapitre, du premier chapitre, le rapport du GIEC, il nous dit que, en gros,
ça va se réchauffer de 0,007 degrés par an. Ça, c'est ce que dit le GIEC. C'est un peu exagéré. Mais bon, même si on pense ce chiffre-là, et qu'on prend les émissions de la France, qui sont 0,7% de 0,007 degrés par an, ça veut dire que la France réchauffe la planète de 0, attention, il y a beaucoup de zéros, 0,0005 degrés par an. Donc c'est imperceptible. Donc qu'on fasse ou qu'on fasse pas, qu'on décarbone ou qu'on ne décarbone pas, ça ne changera rien de significatif. Alors, on va venir à cette question économique, parce qu'encore une fois, je le disais, c'est central dans votre livre. Mais avant, je voudrais qu'on dise un dernier mot, parce qu'en vous lisant, en fait, je vais vous dire, je ne suis pas totalement d'accord avec votre titre. Vous allez me dire, je vais vous expliquer pourquoi. Vous dites, il n'y a pas d'apocalypse climatique. Alors, c'est au présent. Mais si ça avait été au futur en disant, il n'y aura pas d'apocalypse climatique, c'est pas exactement ce qu'on comprend en vous lisant. Vous nous dites aujourd'hui, de ce que l'homme fait, il n'a qu'un impact limité sur le climat. Il existe, mais il est limité. En revanche, je ne peux pas dire que dans 10 000 ans, il n'y aura pas des océans qui ont monté de 150 mètres, qu'il n'y aura pas un changement très radical de climat, un vrai réchauffement ou un vrai refroidissement. Non, mais les cycles, on en parle, bien sûr. Mais donc, on peut... Et d'ailleurs, j'en profite pour conseiller à nos auditeurs, pour préparer cette émission, j'ai aussi lu ce livre de Olivier Postel-Vinet, que vous citez dans votre ouvrage. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en faire une petite promotion qui s'appelle Sapiens et le climat. C'est très intéressant. Tout à fait. Et c'est une histoire, une histoire de l'homme en fonction de l'évolution du climat. Et on voit bien une évolution, ce qu'on disait tout à l'heure, assez radicale du climat sur la Terre. Manifestement, à l'époque, pas liée à l'activité humaine. Et voilà, ce climat peut changer. Il a toujours changé. Mais ça jouait effectivement sur l'évolution de Sapiens, bien sûr. Absolument. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit détour sur ce livre très intéressant d'Olivier Postel-Vinet. Mais donc, voilà, vous ne dites pas que le climat sera stabilisé ad vitam aeternam. Niels Bohr, prix Nobel de physique, pour sa contribution à la mécanique quantique, s'amusait à dire la prévision est très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Alors, j'en profite, vu que vous citez Niels Bohr, prix Nobel de physique, j'ai repéré dans votre livre une citation d'un physicien, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais je vous laisse me corriger, donc Shukuro Manabe. Shukuro Manabe. Il est d'origine japonaise. Japonais, prix Nobel de physique 2021. Voilà. Pour sa modélisation physique du climat sur la Terre. Donc, citation de Manabe. Un modèle de climat est un très bon outil pour la compréhension du climat, mais c'est un très mauvais outil pour le prévoir. Oui, c'est ce qu'il avait dit à un autre prix Nobel qui était Freeman Dyson. Oui. Cette citation est quand même très intéressante, parce que vous nous disiez tout à l'heure, la modélisation, c'est intéressant pour comprendre. C'est utile, bien sûr. Oui. En revanche, ça ne sert à rien pour prévoir. La prévision est difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. mais justement, si ça ne sert à rien pour prévoir, en quoi c'est utile, cette modélisation, justement ? Il le disait très bien, parce que ça permet de comprendre le climat. Justement, qu'est-ce qu'on va mettre dans le modèle ? On va mettre que des ingrédients qu'on a déjà compris. Donc, en ce sens, c'est tout à fait utile. C'est pas forcément complet, mais c'est utile. Oui, donc on en revient à cette question économique, parce que c'est un long développement, avec aussi cette question de l'éco-anxiété. On y reviendra peut-être pour conclure l'émission. Ce que vous dites, en gros, on l'a compris, notre action... elle a un impact, mais très très limité. Et en réalité, si nous, Français, on devait faire quelque chose, ça va nous coûter extrêmement cher. Ça nous coûte déjà un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Mais l'impact sera absolument limité. Donc, c'est votre angle d'attaque dans votre livre. D'ailleurs, pourquoi avoir pris cet angle-là ? Parce que, quand même, quand on voit la dette de la France et la façon dont elle se creuse, et la façon dont rien que les intérêts de la dette chaque année,
c'est des dizaines de milliards, les intérêts de la dette chaque année. Et donc, ça fait boule de neige. Donc, si on pouvait déjà... Et ça, on sait le prévoir, pour le coup. Ah, tout à fait. Les intérêts composés, donc, on si on connaît. pouvait déjà enlever des choses inutiles qui nous coûtent cher, mais pour rien, ça permettrait peut-être qu'on soit un peu plus loin du mur dont on se rapproche dangereusement. Non, mais, enfin, je vous posais cette question parce qu'on a quand même l'impression souvent que le scientifique est dans sa tour d'ivoire à contempler les vérités éternelles. Et là, en fait, pas du tout. Vous mettez un peu les mains dans le cambouis et vous descendez dans l'arène en disant non, mais là, c'est vraiment c'est n'importe quoi. On nous prend pour des jambons, en fait. et vous dépensez notre argent pour rien. Et je trouve que cette... c'est pas pour rien, parce que cet argent va dans les poches de certains. Oui. Nos soleils sont contents. Ceux-là sont contents. Oui. C'est toujours les mêmes qui sont contents, étrangement. Et il y a un autre point qui est vraiment intéressant dans ce livre. Encore une fois, je ne m'attendais pas vraiment à cet angle-là. C'est ce que vous dites sur l'éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, on connaît maintenant. La figure de ça, c'est celle qui fait l'actualité en ce moment. Greta, oui. La petite Greta, oui. Alors qui a changé de cause. Oui. Mais bon, comme de chemise. C'est très bien d'avoir des causes. Il faut que la jeunesse s'engage. C'est parfait. Mais c'est mieux d'être compétent sur la cause en question. Exactement. Mais voilà, donc c'est cette figure de cette jeunesse qui a peur, qui a peur pour la planète. Alors déjà, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange d'avoir peur pour la planète, parce que bon, que l'homme disparaisse, c'est une possibilité. La planète, elle sentira, il n'y a aucun problème. Elle nous survivra quelques milliards d'années, me semble-t-il. Vaudrait mieux effectivement se soucier de l'humanité en l'occurrence, oui. Oui, mais précisément, je disais ça avec un petit sourire en coin, mais il me semble qu'il y a quand même un basculement idéologique. Parce que cette préoccupation pour la planète, qui est tout à fait noble, mais sans penser l'humanité sur la dite planète, me semble perverse. Parce qu'on en vient à oublier le cœur de la vie, c'est-à-dire l'être humain, et qu'on pourrait même penser pour le bien de la planète, la fin de l'humanité. Oui, mais bien sûr que nous sommes des prédateurs d'une certaine façon, plus ou moins. Mais à partir du moment où on approche les 10 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a automatiquement un effet pervers de pollution, bien évidemment. On ne peut pas faire autrement. Pollution principalement de l'air et de l'eau. Et puis, si on veut décarboner, je reprends encore ce terme parce qu'il est d'une absurdité, mais ça fait rien. Je le reprends parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais si on veut faire, par exemple, si on passait au tout électrique pour ne plus consommer de carburant, on passe au tout électrique. Mais il y aurait derrière un pillage des ressources minérales de la planète bien pire que continuer à utiliser des carburants. C'est ça qui est grave. Et ce qui est grave, me semble-t-il, c'est que c'est aussi mensonger. C'est-à-dire que, à la limite, il y a des écologistes conséquents, je pense à tout ce mouvement de la décroissance, qui me semblent être en réalité les seuls un peu sérieux. C'est-à-dire à dire, attendez, nous, ce qu'on veut, c'est pas décarboner ou la croissance verte, etc. Nous, on veut la décroissance. Mais ça veut dire, on veut pas des bagnoles électriques à la place des bagnoles à pétrole. On veut pas de bagnoles. Et donc, on veut une société qui aille avec ça. C'est-à-dire, on la connaît, la société décroissante. Hein. C'est ce que l'humanité a vécu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est les moulins à air, les moulins à marée en Bretagne, on connaît ça. Enfin, pourquoi pas, c'est très sympathique, c'est même très beau. Ça fonctionne assez bien, mais ça donne une population plutôt autour de 1 milliard d'habitants que de 10. Ça donne des PIB par habitant 1000 fois moins importants. Ça donne des capacités techniques, etc., et de puissance, de potentiel beaucoup plus faibles, ce qu'assument parfaitement les écologistes de la décroissance. Donc au moins, ils sont cohérents. Oui, mais les premiers qui vont souffrir de la décroissance, ce sont les plus démunis, les plus pauvres. C'est les premiers qui vont être touchés par la décroissance. C'est pour ça que je suis farouchement contre. Parce que c'est les plus démunis et les plus pauvres qui seront les premiers touchés. L'écologisme politique, avant, militait contre le nucléaire.
Hein, il n'y a pas tellement longtemps qu'ils ont commencé à changer d'avis. Oui, mais l'électricité, finalement, pas mal. Bon, bon, je constate qu'ils ont changé d'avis sur le nucléaire, par exemple. Mais alors, on peut parler un peu du nucléaire. D'ailleurs, je dis à nos auditeurs qu'on fera une émission vraiment consacrée à la question du nucléaire. Parce qu'il y a la question scientifique, mais là, ce que vous soulevez, il y a une question presque philosophique Oui. avec le nucléaire. Moi, je peux comprendre, avec des auteurs comme Gunther Anders, par exemple, qui ont parlé de ces sujets-là, qu'on ait une réticence, je vous dis presque métaphysique, à toucher l'intimité de la matière, à fractionner l'atome. Sur ce plan-là, que l'homme ait une sorte de saine prudence et retienne son geste par voilà, une crainte presque sacrée d'aller toucher l'intimité de la matière, je peux tout à fait le comprendre. En revanche, ce que vous appelez l'écologie politique, et qui, à mon avis, n'est pas vraiment de l'écologie politique, parce que c'est plutôt des communistes. On va y venir, d'ailleurs, à cette question du communisme. Il y a le mot écologie dans un parti politique et dans le nom d'un ministère. Alors qu'il n'y a pas le nom des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie dans aucun parti politique et aucun ministère. Pourquoi écologie seulement qui se retrouve dans un parti politique et dans un ministère? Alors, Moi, en tant que scientifique, ça me choque. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que je vous dis encore une fois qu'on ait des débats. C'est très bien, c'est la démocratie, c'est même la science. Qu'on ne soit pas d'accord, qu'on se dispute, qu'on s'envoie des noms d'oiseaux, oui. C'est pas obligé. Non, mais voilà. En revanche, qu'on mente ou qu'on manipule certains idéaux pour faire passer des programmes politiques cachés, ça, c'est une autre question. J'en profite parce que alors, ça m'a fait rire dans votre livre. Je vous dis, on rigole un peu. Vous citez un think tank qui s'appelle Novetic, affilié à la Caisse des dépôts. Donc, c'est pas rien, c'est un groupe public financé par nos impôts, et qui publie en 2019 un catalogue de mesures voilà, de mesures pour le climat. Enfin bref. Je vous en cite quelques-unes, et puis je vous laisse commenter, François Gervais. Réduire de 76%, alors on ne sait pas pourquoi 76. C'est précis. Hein. Les mobilités, contingenter les kilomètres de chaque particulier que chaque particulier pourra parcourir. Interdiction de vente de véhicules particuliers non partagés. Réservation des voiries de centres urbains au vélo et transports en commun. Logement neuf obligatoirement collectif et limité à 30 mètres carrés par habitant. Rationnement de la consommation d'électricité avec surtaxe au-dessus d'un certain niveau. Couvre-feu thermique. Division par 3,5 de la consommation de viande par personne, rationnement de la quantité d'achat de vêtements autorisés, interdiction de tout voyage en avion hors d'Europe non justifié, multiplication autoritaire du nombre d'agriculteurs par 2 et du nombre de parcelles en bio par 5. Oui, c'est le programme de l'URSS au début, non? C'est un peu ça, oui. Enfin, il faut rationner les mobilités, interdiction de vente, interdiction de véhicules particuliers, logement collectif, rationnement, couvre-feu, interdiction de voyage. Alors, ce que j'aime le plus, c'est les réservations de voiries. On a eu ça pendant les JO. Et alors, pour le coup, ça rappelle vraiment les images soit du RSS, soit de Corée du Nord, où vous avez les voies pour les officiels. Puis il y a les gueux qui, de toute façon, n'ont plus les moyens d'acheter de voiture. Donc c'est pas le... Il y aura les grosses bagnoles pour les patrons. Mais c'est étonnant quand même ce lien justement entre cette sorte d'idéologie communiste, lâchons le mot, et l'écologie politique. Ils sont dans le même... ils étaient ensemble dans le nouveau Front Populaire, NFP, aux dernières élections. Oui, mais ce qui est amusant, c'est que... Enfin, ce qui n'est pas très amusant, c'est que vu comme ça de dehors, le GIEC, les grandes institutions style ONU, etc., on n'a pas l'impression que derrière, ça soit des idéologues bolcheviques. C'est plutôt des Bill Gates, c'est plutôt des milliardaires. On a l'impression que ce sont des grands libéraux, ces gens-là. Les Anglais disent « follow the money ». Suivez l'argent. C'est pas pour rien que les milliardaires sont là. Bah oui. Et pourquoi vous pensez, soyez un peu plus précis, qu'ils sont là? Tous ces grands programmes, dont certains me semblent inutiles, mais bon,
Prenons les éoliennes, par exemple, ou les panneaux solaires photovoltaïques. Ils sont tous fabriqués en Chine. Pour les fabriquer en Chine, on utilise beaucoup d'électricité pour avoir du silicium de qualité électronique. Donc, c'est des traitements à haute température et qui nécessitent beaucoup d'électricité. Et en Chine, l'électricité est principalement faite par combustion du charbon. Donc, quand on met un panneau photovoltaïque sur son toit, ben, en réalité, on met du charbon transmuté sur son toit. C'est à peu près ça. Les éoliennes, elles ne sont pas fabriquées en France non plus. En Allemagne, beaucoup. Allemagne, Espagne, dans tous les... il n'y en a pas en France. Donc, de toute façon, on favorise des entreprises étrangères, ça ne rapporte rien à la France, mais elles s'en mettent dans les poches. Payé par nos impôts, en revanche. Bien sûr. Ça, c'est Tout pas à fait. fabriqué chez nous, mais l'argent est ponctionné chez nous. Tout ça, à fait. Ils n'oublient pas dans ce sens-là. Bien sûr. Bah oui, on est les champions du monde des impôts. Impôts et prélèvements divers et variés. Mais vous n'avez pas commenté sur l'éco-anxiété. Oui. On a parlé d'un peu de Greta en souriant, mais parce que vous en parlez quand même assez longuement dans votre livre, c'est un de vos angles importants. Pourquoi avoir voulu souligner ce point-là? Parce que je trouve ça vraiment inquiétant. Alors, c'est pas tous les jeunes, hein. Soyons précis, il y a des sondages là-dessus, mais c'est quand même une proportion inquiétante. Vous avez des... Je donne les sondages Ipsos, hein, tout simplement. Hein. Donc, bien sûr, c'est pas moi qui fais les sondages. Hein. Je me fie aux instituts de sondage. Mais ça se compte en pourcents ou en dizaines de pourcents? Ah, c'est beaucoup plus que c'est 30 à 40%. Hein. Ça, on le voit hein, dans notre environnement proche, notamment chez les jeunes gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Oui, bien sûr. Parce que, soi-disant, le plus gros impact climatique, c'est l'enfant. C'est évident, c'est un futur consommateur, donc automatiquement. Ben oui. Cela étant dit, je suis pas... Il faudrait... j'ai pas d'études à apporter, c'est plus une intuition qu'autre chose, donc vraiment, je demande aux auditeurs de ne pas prendre pour argent comptant ce que je vais dire. Encore une fois, c'est une intuition, mais que je vous soumets. J'ai quand même l'impression que dans les familles nombreuses, l'impact par enfant est bien plus faible que quand il y a assez peu d'enfants par famille. Oui, c'est vraisemblable. Ce qui semble assez logique, parce que généralement, on n'a pas plus de voitures parce qu'on a plus d'enfants, on n'a pas plus de frigo, on n'a pas plus de... machin. Donc en réalité, la consommation par personne dans un foyer a tendance à diminuer quand le nombre de personnes dans le foyer augmente. Oui, oui. Mais les familles nombreuses en ce moment, quand on regarde... en France, je crois que le renouvellement de la population se fait par l'immigration, hein, et plus par les naissances en France. Ouais, ça, c'est Pierre Chaillot qu'on a reçu la semaine dernière qui nous en parlait. Bah oui. Et notamment avec une chute de la fécondité en France, mais pas que, quasiment dans tout ce qu'on appelle l'Occident. Et c'est accentué très largement depuis la crise Covid. Oui. Il y avait déjà une tendance à la baisse, et maintenant, la baisse accélère. Donc là, on est sur l'inverse d'un logarithme dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui. Mais je vous soumets... C'est, me semble-t-il, Christophe Guilluy, alors je ne me rappelle plus dans lequel de ses ouvrages, mais vous savez, c'est l'auteur de La France périphérique, avait souligné ce fait que, notamment avec le divorce, était une cause d'appauvrissement. Parce qu'évidemment, les gens qui divorcent, ils ont 2 maisons, 2 voitures, etc. etc. Et je fais ce lien avec les familles nombreuses, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression d'une société qui explose de plus en plus, qui a de moins en moins de repères, où les gens sont culpabilisés, mais en même temps où ils vivent de plus en plus seuls, donc où ils ont besoin de plus de matériel par personne. Donc en réalité, pour la société de consommation, c'est très bien. Hein. Les couples divorcés, c'est 2 frigos, c'est 2 apparts, c'est 2 voitures, c'est 2 fois plus de tout. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de tout ça. C'est là où, pour le coup, je vais faire mon décroissant. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de tant d'équipements si on vivait plus ensemble. Alors, il y a plusieurs choses, me semble-t-il.
quand j'étais enfant, je suis dans ma 80e année, donc ça vous dit à peu près quand j'étais enfant. Dans les années 1950, il y a eu quantité d'explosions atomiques faites dans l'atmosphère, les essais de bombes nucléaires dans l'atmosphère, et donc il y avait des retombées radioactives. Donc ma génération a connu effectivement la radioactivité qui nous tombait sur la tête. Depuis, ça n'a pas empêché l'espérance de vie d'augmenter régulièrement. Alors, ça veut dire que tous les facteurs d'anxiété et, curieusement, l'éco-anxiété fait suite à l'anxiété dans les années 50 qui était le nucléaire, les explosions nucléaires. Il y avait eu Hiroshima, Nagasaki, qui a créé une vraie angoisse. Et l'angoisse suivante, ça a été le froid et le chaud, parce qu'il y a eu les deux versions. Oui, dans les années 70, voilà. vous annoncez le grand refroidissement. Absolument. Donc, c'était le froid et le chaud qui a pris la suite de l'anxiété du nucléaire. Bon, je constate, hein. Donc, il y a toujours des causes d'anxiété, bien sûr. Oui, mais à la limite, sur le nucléaire, bon, on conçoit que c'est pas très bon pour la santé de balancer des particules radioactives dans l'atmosphère et que c'est mieux d'éviter si on peut. Non, mais je veux dire, du temps où on en envoyait, depuis, l'espérance de vie a augmenté. C'est un fait. Je dis pas que c'est bon, parce que c'est bon. Non, mais Quoique, nous sommes émetteurs radioactifs, vous comme moi. Oui, absolument. Bon, donc... on est cause de réchauffement, on est tous à 37 degrés, Absolument. on rayonne. Absolument. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Alors, c'est vraiment une question tout à fait naïve, mais est-ce que simplement le nombre d'humains sur Terre, par son simple chauffage, disons, biologique, pourrait avoir un impact ou c'est vraiment complètement résiduel? Bon, la température moyenne de la Terre, une température moyenne déjà, c'est un concept qui est utilisé par les climatologues. La température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. Et ça varie de quelques dixièmes, selon des cycles naturels, des choses comme ça. Enfin, du moins sur la période de 2-3 générations, quoi. Donc, 15 degrés, non, ça ne change rien. Qu'on soit plus nombreux, non, ça ne change rien de ce point de vue-là. Mais en revanche, effectivement, plus on est nombreux, plus il y a une incidence sur la pollution. Ça, c'est sûr. Et alors, c'est ça, d'ailleurs, paradoxalement, du temps où l'air était plus pollué, il y avait davantage d'aérosols dans l'atmosphère qui ont un effet refroidissant. Depuis que l'air est beaucoup plus propre, cet effet refroidissant a disparu, donc ça réchauffe un peu plus. Non, ça, c'est mesuré, c'est mesurable. Bon, à tout prendre. Je préfère qu'il fasse un peu plus chaud et respirer un air Nous sommes d'accord. Plus pur. C'est ce qu'on cherche quand on va à la montagne l'été ou au bord de la plage. C'est un air pur et un peu de chaleur. Ça ne fait pas tant de mal que ça. Alors justement, la température, 15 degrés, mais l'effet de l'altitude, puisque vous parlez de montagne, on perd 6,5 degrés en montant de 1000 mètres. Si on prend l'avion à 10 000 mètres d'altitude, il y a moins 55 degrés dehors. Et ça, c'est l'effet de l'altitude. L'effet de l'altitude est beaucoup plus important que toutes les autres manifestations climatiques qu'on a évoquées. L'altitude. Donc, si la mer rebaisse, l'altitude mécaniquement va monter. Oui, enfin... oui. Et donc, les températures vont baisser. Actuellement, la mer ne baisse pas, mais... Non, elle monte un petit peu, c'est ce que vous dites. Elle monte un petit peu, mais très légèrement. C'est 1 millimètre par an, c'est pas grand-chose. Oui. Et encore une fois, vous disiez, il y a 8000 ans, les océans étaient 120 mètres plus... Là, ça a été un effet significatif, mais depuis, c'est la lente finale de cette montée, et c'est 1 millimètre par an. Mais à telle enseigne qu'on découvre tous les jours, aujourd'hui, des cités englouties, donc des cités manifestement qui ont été bâties par l'homme, c'est pas les extraterrestres. Oui. Et elles sont des dizaines de mètres sous l'eau, donc effectivement, il y a bien eu des montées des eaux assez importantes, et à des périodes récentes, vu qu'on trouve des villes avec des statues, etc., des colonnes, qui sont intégralement sous l'eau. Alors oui, donc les océans montent et descendent. Actuellement, donc vous dites depuis... Monte légèrement. Monte légèrement, mais on est à quelques centimètres par siècle. Oui. Ce qui donc ne devrait pas trop nous inquiéter pour le moment.
ça ne va pas provoquer un tsunami sur Paris, je ne crois pas, non. Voilà, et puis bon, à ajouter à cela les phénomènes d'érosion qui sont naturels, etc. Enfin, les côtes, elles Oui, sont alors toujours, ça, il y a toujours. Mais à l'heure actuelle, les mesures qu'on fait par satellite, et on commence à avoir suffisamment de recul à partir des mesures par satellite, quand on regarde les avancées de la mer sur les terres comparées aux avancées des terres sur la mer, le bilan, c'est que la tendance, c'est on augmente un petit peu la superficie des terres, globalement. Et ça, c'est y compris avec l'artificialisation, Oui, bien sûr. donc les polders, des trucs comme ça. Bien sûr. Par exemple, la ville de Kobe, qui est complètement construite sur la mer, qui a été prise sur la mer, par exemple, oui, bien sûr. Mais l'un dans l'autre, on constate que les terres gagnent un peu, malgré l'érosion, sur la mer. Donc pas Non, mais c'est pas d'inquiétude grand-chose. majeure Non, c'est pas à grand-chose moyen de terme. toute façon. On va peut-être finir l'émission avec quelques points un peu drôles que j'ai trouvés dans votre livre. Par exemple, à un moment, vous dites il faut pas trop s'inquiéter pour les ours polaires. Il y en a 3 fois plus Oui. depuis les années 60. Ouais. Et en plus, les ours polaires se farcissent chaque année 50 phoques. J'imaginais pas qu'un ours polaire pouvait tant manger que ça. Si, il prend son temps, mais... C'est énorme, 50 phoques par an. Oui, c'est ce que j'ai lu. Enfin, je n'ai pas été vérifié. Mais donc, voilà, il faut se rassurer, les ours polaires ne sont pas en voie de disparition. Voilà, même si, moi, à titre personnel, j'ai jamais rencontré d'ours polaires. Vaut mieux pas, hein. Non, mais Non, je serais navré d'apprendre leur disparition, mais voilà, c'était une chose un peu amusante, mais vous pouvez peut-être nous dire un mot sur les banquises, parce que c'est souvent un sujet d'inquiétude. Alors, ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale, qui est un cycle à peu près de 70 ans qu'on mesure, l'Atlantique jouxte la banquise arctique, donc il y a une influence. Et effectivement, on retrouve dans l'extension de banquise au minimum estival, c'est-à-dire vers le 15 septembre, c'est le minimum de banquise, quand on prend cette superficie et qu'on la reprend en remontant jusqu'à 1945, on retrouve ce cycle de 70 ans pour la banquise arctique. Alors l'Arctique, c'est complètement différent parce que en été, il y a quasiment plus de banquise. Elle se réduit presque à zéro en été. Donc, ce n'est pas très significatif de regarder au minimum les différences. Il y a des différences, bien sûr, mais elles ne sont pas très significatives parce que, justement, la banquise antarctique, c'est en hiver qu'elle est immense en superficie et très réduite en été. Oui, je précise que c'est l'hiver à ce moment là-bas. Oui. Alors, c'est étonnant là, ce que vous dites, parce que vous dites qu'en été, donc au pôle sud, donc oui. ça sera l'hiver en prochain, janvier, février, oui. pour nous. Oui. Il n'y a plus de banquise Presque en plus. On a ce continent qui reste gelé. Oui, bien sûr. Mais en revanche, il ne progresse pas sur la mer. Non. Alors, il peut y avoir... Parce que tout ce qui est glacier, un glacier ne reste pas, il coule. Les glaciers coulent en permanence. Et quand le glacier, évidemment, arrive au niveau de l'eau, la glace tombe dans l'eau. Ça, c'est extrêmement spectaculaire. J'ai vu le glacier qui s'appelle le Perito Moreno en Argentine. C'est spectaculaire. Ce glacier arrive dans le lago Argentino, et on voit très bien qu'il coule, puisque les pans énormes du glacier tombent dans l'eau. C'est pas parce qu'ils fondent, c'est parce qu'ils coulent, tout simplement. Il s'écoule, plus exactement. Petite anecdote, alors je ne sais plus si c'est chez vous ou chez quelqu'un d'autre que j'avais lu ça, à propos de la fonte des glaciers. Je crois que c'est dans les Alpes où certains glaciers reculent. Effectivement, il y a des fontes de glaciers en ce moment, c'est absolument indéniable. Mais où ces glaciers fondants, on retrouve des vieux chemins. Oui. Du temps d'Hannibal, oui, on retrouve. Voilà, mais donc qui étaient faits et pratiqués par l'homme. Oui. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a bien un recul des glaciers actuellement, mais on y découvre des traces humaines précédentes, et donc les glaciers, comme les restes de ces éléments naturels, croissent et décroissent. Il y a des cycles. En gros, les glaciers alpins régressent depuis le dernier petit âge glaciaire, c'est-à-dire, on disait, la fin du règne de Louis XIV. Là, ils étaient beaucoup plus importants et ils commencent à régresser continuellement depuis.
Donc ça fait déjà 3 siècles que... On précise que à la fin de ce petit âge glaciaire sous Louis XIV, on raconte que les carafes de vin gelaient à Versailles. Pour que le vin gèle, il faut qu'il fasse froid, parce que par définition, il y a de l'alcool dans le vin, et l'alcool gèle des températures bien plus basses Tout à fait. que l'eau. Donc c'est pas forcément un mal qu'on ait pris quelques degrés depuis. Oui. Non, parce que le fait est qu'à l'époque, la mortalité était beaucoup plus élevée à cause de mauvaises récoltes et puis des maladies, tout simplement liées au froid. En France, le pic de décès, c'est en février. C'est pas en été. Le pic de décès chaque année, c'est en février. Et alors, justement, je vous disais, Pierre Chaillot, qu'on a reçu, nous expliquait que le lien de mortalité le plus évident qu'on constate statistiquement, c'est effectivement les températures. Il y a une corrélation exacte et parfaite entre le froid et la mortalité. Et aussi avec le chaud, quand il y a des pics de canicule l'été. Il est beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Non, mais je l'écoute. C'est très intéressant d'avoir ces regards convergents de spécialistes dans différents domaines, mais qui finalement arrivent par des raisonnements différents et par des spécialités différentes aux mêmes conclusions. On va arriver tranquillement à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un point que vous voudriez mettre en avant, un rappel, quelque chose qu'on aurait oublié de dire? On a oublié de dire plein de trucs parce que votre livre est très, très, très riche. Voilà, si vous pensez qu'il y a un point important qu'on n'a pas évoqué. Je veux revenir justement, ce qui est contre l'éco-anxiété, c'est le verdissement de la planète, qu'on mesure de manière de plus en plus précise par des mesures satellitaires. Il y a effectivement, depuis plusieurs décennies, un verdissement de la planète. Et grâce, j'allais dire, pour partie à nos émissions de CO2. Puisque quand on prend les émissions de carbone annuelles, en carbone, je ne dis pas CO2, mais carbone, et je compare les émissions de carbone à la concentration, aux connaissances que l'on a sur le carbone dans la végétation de la planète. Le rapport des deux montre que on augmente le carbone de la végétation de 7% par décennie à l'heure actuelle. C'est considérable. Donc il y a un effet anthropique qui est le verdissement de la planète, qui est suffisamment important pour combattre une partie de ce qu'on appelle la déforestation. Donc ça, c'est vraiment important. Alors ça, justement, parce que ça peut être une piste. On se dit, si l'homme émet du carbone, on pourrait piéger ce carbone dans les plantes. C'est ce qui se fait naturellement. C'est ce qui se fait naturellement par photosynthèse, bien sûr. D'accord, ça c'est un effet totalement naturel en fait. Complètement. Et qu'on observe géographiquement, plus spécifiquement sur certaines zones de la Terre, ou c'est... Alors oui, il y a des différences. C'est évident que Alors, le verdissement, il y a quelques endroits où c'est pas le cas. Par exemple, certaines régions très désertiques au Brésil, ça marche pas là. Mais sur la majorité de la superficie des continents de la planète, ça marche. Donc il y a un vrai verdissement. Et évidemment, ça profite aussi aux plantes nutritives. Or, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète. Il faut bien que tout le monde puisse manger. Écoutez, voilà un bon mot de la fin, d'autant que ça va bientôt être l'heure du déjeuner pour nous. François Gervais, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Toxin Plus. Je rappelle votre livre « Il n'y a pas d'apocalypse climatique, modèles, mesures et prévisions, se délivrer de l'éco-anxiété » aux éditions L'Artilleur. Je vous le remontre ici. Je répète, c'est un livre vraiment très complet avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de graphiques, beaucoup de chiffres, mais en même temps, ça se lit très facilement. Comme je vous le dis, c'est même assez drôle parfois. Donc vraiment à lire pour vous faire une bonne idée de... Bien, j'ai envie de dire, de cette anxiété climatique qu'on nous refourgue un peu à toutes les sauces. Qui est vraiment infondée. Qui est vraiment infondée, on le comprend. Déjà,
J'invite ceux qui sont justement anxieux à se plonger dedans parce qu'ils verront que c'est infondé. Il n'y a vraiment pas lieu. Et que les politiques s'occupent de faire des bonnes lois au lieu de s'occuper des lois de la nature. Qu'ils arrêtent de faire de la prestidigitation. Exactement. Merci beaucoup, François Gervais. Merci de votre invitation.